Parfait. Oui, donc bonjour à tous, hein, je suis ravi de participer à cette conférence parce que ça nous a ouvert des pistes à la Fondation Prince Albert II. Alors, évidemment, bon, nous, à la Fondation Prince Albert II, comme l'a dit mon ami Yvon, on n'est pas des spécialistes des espèces, mais on essaye d'aider tout ce qui est conservation, milieu de la conservation et beaucoup d'espèces, dont notamment le phoque moine, qui est une de nos espèces préférées. Alors, j'ai une énorme chance par rapport à Yvon et par rapport à sa présentation sur le grand pingouin, c'est que le phoque moine n'est pas dans la galerie des animaux éteints, du moins le phoque moine de Méditerranée. Et c'est une espèce assez incroyable parce que il était encore même dans les environs de Marseille, hein, puisque il y a des phoques moines qui on a retrouvé qui étaient encore présents dans les calanques en 1945. Le dernier phoque moine a été en Méditerranée orientale, occidentale, a été abattu en Corse dans les années 1970. Mais malgré ça, il en reste et pourtant il a été effacé de nos mémoires. C'est-à-dire quand vous allez, quand vous allez dans la rue, enfin vous demandez à des gens, tout le monde dit non, il n'y a pas de phoque en Méditerranée. Et quand vous leur dites mais si, il y en a, et puis c'est une espèce quand même très particulière, les gens sont souvent étonnés. Donc il a été effacé de nos mémoires, mais pourtant il est encore bien présent. Donc on va voir. Philippe, excuse-moi, est-ce que tu peux baisser un petit peu ta caméra pour qu'on te voit plus précisément? Voilà, parfait. Merci beaucoup. C'est mieux? D'accord. Donc, voilà, le phoque moine hein, qui appartient à la famille des Phocidae, en fait, il y a trois espèces. Il y a le phoque moine méditerranéen, le Monachus monachus, que l'on connaît bien et dont on va parler. Le phoque moine hawaïen qui est encore présent et qui est plus nombreux, hein, puisqu'il y a environ encore presque 2000 individus. Je vous montrerai des images tout à l'heure. Et le phoque moine des Caraïbes qui, lui, malheureusement, a disparu depuis 1951 et qui, lui, peut-être figure dans la galerie des animaux éteints. Alors, je vais vous parler déjà de l'espèce, hein, très rapidement. Hein. Donc, il a un corps de forme allongé, il a le dos foncé, vous le voyez sur la photo, et le ventre clair. Alors, par rapport aux otaries, parce qu'on pourrait dire qu'il y a des ressemblances, les nageoires antérieures et postérieures, elles sont placées d'une manière plus latérale que chez les otaries. Alors la tête, elle est très arrondie, hein, on dirait un chien avec son museau proéminent. Et les Mystacia vibrissae, c'est une sorte de moustache. Ouais, elle varie du jaune clair au brun. Voilà, donc vous voyez, c'est très caractéristique et c'est important parce qu'on verra dans les représentations de la grotte Cosquer qu'on les retrouve. Donc leur nageoire antérieure, elle est courte, hein, on le voit, elle est couverte de poils. Elle a des petites griffes à chacun des 5 doigts. Hein, et ces griffes et ces poils sont montés d'une palme mince qui relie les doigts entre eux en fait. Donc, hop. Alors une autre photo. Alors bon là j'ai mis à côté tout ce qui est voilà, quand on décrit une espèce. Vous voyez que ce phoque déjà c'est une belle bête puisque c'est quand même 2,50 m. C'est donc voilà, presque 300 kilos. On passe pas inaperçu. Il passe pas inaperçu. Hein, donc, il a une espérance de vie de 20 ans. Bon, vous voyez sa queue qui est courte et large, très caractéristique. Et ces animaux qui sont des pinnipèdes sont des mammifères marins. Ils sont semi-aquatiques. Donc, ils ont des pattes en forme de nageoire. Et les pinnipèdes, en général, ils fréquentent la plupart des mers froides. Hein, mais les phoques moines, ce sont finalement les seuls pinnipèdes tropicaux avec d'autres espèces comme le lion marin de Californie ou l'otarie de l'île de Guadeloupe.
Alors, le phoque moine méditerranéen, il habite les latitudes les plus basses que l'on a enregistrées parmi les faucidés, hein, c'est ce qui fait toute sa différence. Voilà, donc ensuite, que puis-je vous dire dessus? C'est qu'il voilà, il tient son nom, phoque moine, parce que, beh, il a sa couleur brune, on le voit bien et son cou qui fait des replis, hein. Donc on peut penser à une capuche de soutane, du phoque moine. Alors il est très à l'aise sous l'eau, hein, il peut rester, une quinzaine de minutes et il peut atteindre des profondeurs de 400 mètres. Très bon chasseur, il se nourrit, de poissons, de mollusques, de crustacés, de céphalopodes, comme on peut voir et de, tortues marines. Alors maintenant, nous allons parler de son habitat. Et là, voilà, c'est l'heure de la sieste, ça tombe bien. Je vais vous parler puisque son habitat principal, contrairement à l'habitat qu'il a actuellement en Méditerranée, c'est que, il ne vit pas dans les grottes. Il vit surtout sur les plages. Et là, on voit, c'est le cousin, hein, le phoque moine hawaïen, hein, ce sont des photos du phoque moine hawaïen. On voit à quel point, il a besoin de se régénérer en faisant des siestes, magnifiques. Vous voyez à quel point il a l'air bien, mais évidemment, on imagine à quel point et ça a été dit, hein, par Jean-Philippe Auguel dans la première présentation, à quel point, bah, il est donc vulnérable et il pouvait servir de gibier, hein. Alors pour, le phoque moine d'Hawaï, donc là, ils sont beaucoup plus avancés qu'en Méditerranée et donc comme le phoque moine d'Hawaï colonise les plages, bah, dès qu'il y a un phoque moine qui arrive, il y a des équipes qui mettent des cordages et qui voilà, demandent à ce qu'il reste tranquille. Bon voilà, donc ça c'est l'habitat. Le problème que l'on a en Méditerranée, c'est que justement l'urbanisation excessive, etc., ont fait que le phoque moine s'est retrouvé cantonné dans des grottes. Et ça, on verra que ça pose de grands problèmes. Alors pour vous dire à quel point, je ne sais pas si ça a marché, mais j'ai une petite vidéo très courte, à quel point cet animal est sympathique, ça c'est une photo, alors c'est absolument ce qu'il ne faut pas faire évidemment. Voilà, vous voyez à quel point c'est un animal qui n'a pas peur et qui vient vers l'homme. Donc bon, alors voilà. Alors on va parler maintenant de son histoire. Alors bon, on s'y est penché, c'est pas forcément évident, on a peu de traces, même si on a vu dans la première présentation que quand même il y avait quelques ossements qui avaient été trouvés de sud de la Méditerranée. Donc, que peut-on dire? Que les premiers pinnipèdes apparus au Miocène ils ont commencé donc à coloniser la Thétis, hein, qui avait donné naissance à la Méditerranée. Et donc, le plus ancien fossile de phoque moine serait daté de 1 à 2 millions d'années. Donc, voilà, au moment de la grotte Cosquer, évidemment, le phoque moine était présent. Alors, on va se poser la question après s'il était là ou s'il avait changé de place. Donc, on considère le genre Monachus comme étant le plus primitif des phoques vivants. Et ce qui nous fait dire en fait que bon ben voilà, on peut presque considérer que c'est un phoque vivant. Voilà. Donc ce que vous voyez à gauche, hein, c'est un squelette de Philopheca etrusca, hein, donc c'est pour être l'ancêtre des phoques moines, donc qui a été trouvé au nord de l'Italie et qui donc serait daté environ de 5 millions d'années à 2,5 millions d'années. Donc on a trouvé aussi des ossements de phoque moine dans des fouilles archéologiques, alors non loin à la frontière entre la France et l'Italie, dans les Grimaldi, hein, à Gottligur, donc qui montre que, a priori, dans les traces qu'on a trouvées, ça montrait que les hommes de l'âge de pierre, ils chassaient ces animaux, comme cela a été dit, pour la nourriture, mais aussi pour en faire des vêtements.
Alors, concernant l'aire de provenance du phoque moine, alors là, je ne vais pas m'appesantir parce qu'il y a plusieurs théories. On voit que c'est très discuté encore. Bon, et on se doute que, vu qu'on a quand même peu de traces, on ne peut pas trop s'avancer sur où il était, comment il a migré, est-ce qu'il vient des Caraïbes, est-ce que c'est lui qui a finalement ensuite est venu en Méditerranée, ou est-ce qu'il est apparu dans le Pacifique, ça mérite de faire des recherches un peu plus poussées, et on les fera parce que on trouve cela très intéressant. Alors, le phoque moine, non, attendez, alors, non, je reviens sur cette photo-là. Le phoque moine, l'ossement que vous voyez à droite, là, le squelette, en fait, alors il a une histoire, ce squelette, hein. C'était une société vénitienne qui voulait l'offrir à Louis XVI pour l'exhiber. Et sur la route de Paris, ils se sont arrêtés à Strasbourg. Donc en fait, ce squelette de phoque moine, il est toujours au musée zoologique de Strasbourg. Et il y avait John Herrmann qui en avait fait la distinction et qui avait donné son nom à l'espèce, donc phoque moine, la Monachus monachus. C'est pour ça qu'on est souvent Monachus monachus Herrmann. Alors, si on regarde maintenant les vestiges que l'on a sur les représentations, hein, diverses et variées, on voit que, voilà, au niveau de il fut décrit la première fois par Aristote, qui avait déjà reconnu en lui que c'était un mammifère, mais aussi on avait des traces des marins, des navigateurs portugais, hein, qui décrivaient une population importante au Sahara occidental, et on va voir que aujourd'hui encore, une des plus grandes colonies est au Cap Blanc, donc dans ces zones-là. Donc on dirait que le phoque, voilà, il aime bien rester là où il est, et il n'est pas très mobile. Alors sa présence est très ancienne, hein. Il y a des recherches qui ont été faites, et voilà, on a retrouvé sa présence 6000 ans avant notre ère. Donc voilà. Alors ensuite, le phoque moine, il a peut-être aussi inspiré le nom de plusieurs sites en Méditerranée, y compris celui de Phocée, hein, c'est donc l'ancienne cité grecque d'Ionie, qui est donc Izmir en Turquie. Donc on voit que c'était quand même un animal qui était connu, reconnu, mais qui était craint aussi, parce que finalement, ça a toujours été, pour les hommes et pour les pêcheurs, un voleur de poissons, hein, et c'est sans doute ce qui a concouru au fait que la population a été quasi éradiquée, puisque on va voir plus tard que le pauvre animal, il a de nombreuses pressions. Alors la question qu'on s'est posée, c'est dans la grotte Cosquer, les représentations. Alors bon, ça me rassure finalement de voir que peut-être il y avait une troisième occupation de la grotte, peut-être pour des représentations. Mais enfin, si on part du principe que les phoques ont été dessinés dans la période d'occupation, on va dire, d'il y a 20 000 ans, comme on l'a vu auparavant, ce sont des phoques de mer chaude, et donc voilà, est-ce qu'ils étaient encore là pendant la dernière glaciation, ou est-ce qu'ils sont allés vers des endroits plus chauds? Donc, si on regarde, voilà, donc cet extrait que j'ai pris de l'ouvrage Cosquer au découvert, c'est vrai qu'il y a quand même, plus je regarde, plus évidemment, j'ai l'impression de voir un phoque moine, hein, pour plusieurs raisons, hein. Donc, il est très schématisé, mais en fait, il est très illustratif.
C'est-à-dire qu'on retrouve les 2 traits pour les nageoires postérieures, les 2 traits pour les nageoires intérieures, les fameuses moustaches ou vibrisses, hein, qui sont très nettes et le corps allongé. Il y a aussi, autre chose, c'est que, finalement, si on voit ces lances, ben, on se dit, alors je ne sais pas si à l'époque, je suis pas un paléontologue ou un archéologue, mais si, ils avaient la notion des, comment dire? Des tailles en fait, on peut voir que oui, c'est possible que, ce soit un phoque moine parce qu'il y a pas beaucoup de phoques qui mesurent 2,50 m à 3 mètres. Donc, ça pousserait à dire qu'avec ces quelques indices, qu'il s'agissait bien de phoques moines. Alors, hem, une, carte, de la dernière glaciation et on voit comme toujours, quand il y a ces changements de température, on le voit actuellement, c'est les pôles qui se réchauffent, les plus vite. Mais c'est vrai que aussi quand il y a, des glaciations, ben, là où les températures baissent le plus, c'est aussi au niveau des pôles. Donc on peut se dire, j'ai bien entendu tout à l'heure, hein, le fait que, le sol était gelé, mais enfin que les plaines languedociennes étaient finalement plus froides que le côté, provençal. Mais on peut se dire que, bah, peut-être oui, le phoque moine il a su s'adapter, il est peut-être pas parti et bah, il profitait des il faisait froid, mais il y avait sans doute enfin, il y avait pas sans doute, hein, certainement des périodes de soleil, il se réchauffait et peut-être qu'il avait développé un peu plus de gras ou quoi que ce soit. Donc nous, l'hypothèse que l'on en fait, c'est sans doute que oui, même à cette époque-là, hein, le phoque moine, était et restait en Méditerranée, même s'il devait avoir un petit peu froid. Alors, on va voir maintenant, pourquoi, ce phoque finalement il a disparu, puisque, comme je vous ai dit déjà à l'Antiquité, il était considéré comme un voleur de poissons. Ça a toujours été le cas très récemment et on était très fiers d'exhiber un phoque qu'on avait, tué d'un coup de fusil il y a encore de cela 50 ans. Parce que finalement, ben voilà, le phoque il s'attaquait au filet des pêcheurs et donc c'était une perte importante, au niveau de la pêche et forcément, c'était un concurrent qu'il fallait, heu, qu'il fallait abattre et donc ce qui en fait qu'aujourd'hui et on va le voir dans la répartition, enfin sa répartition n'est pas innocente et il se trouve encore dans des zones où justement, bah, l'homme et les pêcheurs n'allaient pas. Alors, voilà, les menaces persistantes sur l'espèce, on a vu, hein, ça a toujours été, cette interaction avec les pêcheurs et quand on fait de la conservation, on travaille avec les pêcheurs maintenant, c'est indispensable. Sinon, il faut arriver, et c'est notre objectif, il faut arriver à ce qu'il y ait une entente entre cette faune sauvage et les activités humaines. Alors, l'urbanisation, j'en ai déjà parlé, hein, ils ont plus de plage, ils se sont, retrouvés au fond des grottes et malgré ça, bah, il y a des touristes qui vont dans les grottes, pour les prendre en photo avec eux et cetera et cetera. Il y a aussi aujourd'hui un risque d'éboulement dans les grottes parce qu'ils sont très concentrés, notamment en Mauritanie, dans des quelques grottes. Ils peuvent pas trop aller ailleurs et surtout, c'est un problème dans les grottes parce que quand il y a des coups de mer, les jeunes ne savent pas nager, il y a beaucoup de noyades, ce qui n'aide pas la population à se multiplier et ensuite, aujourd'hui, bah, il y a une faible diversité génétique, ce qui est un vrai problème. Alors, je ne pouvais pas ne pas parler de Didier Marcheseau, qui a été un des plus grands spécialistes du phoque moine, qui était marseillais, qui a fait ses études à Saint-Jérôme et ensuite à Lumini. Et c'était pour vous montrer que bah, ce phoque moine, l'enjeu de la conservation du phoque moine, bah, il commence à dater et donc en avril 86, c'est grâce à Didier Marcheseau, sans aucun doute, que la première réserve au monde pour le phoque moine a été créée au Cap Blanc, hein, et on va voir que c'est encore là où il y a une des plus grandes colonies. Et à l'époque, il y avait eu un grand débat, mais alors c'était très conflictuel entre les scientifiques pour essayer de faire un programme pilote de reproduction du phoque moine en captivité.
Ce programme, il était décrié et en plus, l'autorité Didier Marcheseau avec d'autres scientifiques, notamment du parc, national de Porquerolles, sont allés, étudier la colonie et ont malheureusement, sauté sur une mine lorsqu'ils sont revenus, de leur mission. Alors je ne sais pas si ça contribue à abandonner ce programme de reproduction du phoque moine en captivité. En plus, c'était sans doute à Marie-des-Landes, mais enfin, on en a plus trop parlé. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout d'actualité. On parle aujourd'hui plutôt de translocation. J'en reparlerai peut-être plus tard si j'ai le temps. Alors, tout ça pour vous dire que finalement, les grandes colonies de phoques moines aujourd'hui, elles sont dans deux endroits. Elles sont d'un côté au Cap Blanc, donc en Mauritanie. Alors, une zone de conflit, hein, à la frontière entre le Maroc et la Mauritanie. Donc, on s'appelle, peu de gens s'y aventurent et évidemment, les phoques moines, ils y ont trouvé un refuge. Une autre zone de voilà, l'autre plus grande colonie, par contre, de Méditerranée, c'est sur l'île de Yaros en Grèce, qui était une ancienne prison militaire. Donc, comme je dis souvent, c'était un enfer pour les hommes, mais c'était un paradis pour les phoques. Et le problème de ces dernières années, c'est que quand les militaires sont partis, à ce moment-là, il a fallu agir rapidement. Et on a travaillé notamment avec le WWF Grèce pour faire de cette île une aire marine protégée. Et ça demandait un gros travail avec les îles voisines, avec les pêcheurs, justement, avec tous les acteurs, pour que cette espèce puisse être un trésor et plus une espèce qui soit un concurrent des pêcheurs. Donc on a aussi quelques espèces à Madère, quelques spécimens à Madère. On n'en a plus en Méditerranée occidentale, si ce n'est quelques-uns qui passent de temps en temps, mais aucun qui s'installe. Alors, le nombre de population, alors bon, j'en ai parlé, en Méditerranée, sont Grèce, Turquie, Chypre, et il y a Cap Blanc et Madère. Alors, en 1996, il ne restait que 400, 500 individus. Et en 2020, aujourd'hui, donc, on approche les 800 individus. Donc, ça va un petit peu mieux parce qu'on s'y intéresse beaucoup. Il y a beaucoup de programmes de conservation. Et donc, du coup, le phoque moine de Méditerranée, il est passé de critical endangered à endangered, c'est-à-dire juste en danger. Donc, ça va un petit peu mieux, mais la pression reste forte. Et on voit que ça a changé puisque dans la photo suivante, on voit que s'il y a 50 ans, le pêcheur exhibait son phoque moine, il était fier de l'avoir tué. Aujourd'hui, voilà, ils représentent le phoque moine sur la coque de leur navire, donc c'est plus quelque chose d'intérêt. Voilà, ceux qui ont des phoques moines, ça représente un trésor aujourd'hui et c'est très bien. Alors évidemment, c'est un problème parce que forcément, il y a de la pression au niveau du tourisme parce que les gens veulent voir les phoques, mais en même temps, voilà, c'est une richesse et ça donne envie de le protéger, de prendre les mesures pour le faire. Alors, aujourd'hui, la menace, c'est laquelle? C'est que finalement, vous avez vu, le phoque moine, il est dans plusieurs zones. Il y a beaucoup d'experts qui sont dans toutes ces zones. Et finalement, on le voit, là, je vous ai mis une citation en 2005 lors d'une conseil scientifique de la CMS. Déjà, le problème, il était que, voilà, les efforts de conservation de l'espèce ont donné un peu de fruits, certainement en raison du manque de coordination. Et il faut bien reconnaître aujourd'hui que chacun trouve c'est son précaré, c'est son espèce, beaucoup de choses sont faites, les données ne sont pas échangées et finalement on ne construit pas sur la durée, on ne construit pas sur l'espèce et sur la dispersion de l'espèce. Donc c'est pour ça que au niveau, nous, de la fondation, on a créé la Monxil Alliance. En fait, on s'est dit, pour que les experts, les ONG travaillent entre elles, on va fédérer tous les bailleurs, donc en savoir la Fondation Segré, la Fondation Mava, la Fondation Thalassa, Sancta Dévote et nous-mêmes. On va se mettre ensemble et on va faire des appels à projets en les obligeant à ce qu'ils travaillent ensemble. Sinon, ils n'auront pas de fonds. Donc, ils vont être obligés à travailler ensemble et on fait ça vraiment
pour le bien de l'espèce. Donc vous voyez, bon, ça a été lancé en avril 2019. Vous voyez le prince Albert qui est toujours très engagé et toujours passionné au milieu de l'assistance. Alors, les objectifs, c'est quoi? C'est accroître la portée des actions et l'efficacité des stratégies de financement, hein. C'est-à-dire, souvent, ce qu'on a dans le monde de la conservation, c'est que, voilà, beaucoup de gens vont chercher de l'argent et finalement, on se retrouve quelquefois à financer un peu le même projet. Donc, ça permet déjà de se coordonner entre les bailleurs. Ça a permis aussi d'avoir plus de fonds parce que ça rassure des autres bailleurs qui pourraient être intéressés. Et évidemment, comme je l'ai dit, ça renforce la collaboration entre les experts. C'est pour ça qu'on a dernièrement lancé un appel à projet collaboratif en juin 2020. Donc, on est en train d'étudier les projets afin de pouvoir avancer sur cette espèce. Et un des projets, justement, c'est la translocation. Je vous en avais parlé tout à l'heure. Donc, ça, c'est assez intéressant et c'est assez spectaculaire. C'est que les colonies au niveau du Cap Blanc, elles sont de plus en plus sous la pression de l'urbanisation qui se rapproche de ces grottes. Ils ont pas d'autres endroits. Donc, il y a un problème de surpopulation et il y a déjà eu, il y a quelques années, un problème de virus qui avait décimé une partie de cette population. Et donc, on a un projet, il commence à y avoir des réflexions pour transloquer, c'est-à-dire déplacer des animaux sur un autre site pour qu'ils puissent à nouveau, voilà, pour sécuriser la population et qu'ils puissent se disperser. Donc Oui, voilà, excuse-moi Philippe, il faudrait accélérer un petit peu. Ouais. voilà, ah ben c'est Merci. fini, c'est tant bien. Ah, Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il est important d'avoir une coopération permanente pour préserver l'espèce. Et j'en ai fini. Je vous remercie.